Bienvenue chez La Plume Verte pour une vidéo hors série sur la COP27. La COP, la Conference of the Parties, ou la conférence des parties en français, est devenue chaque année le moment qui cristallise tous les espoirs. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Et malheureusement aussi beaucoup de déceptions autour des questions écologiques et environnementales. It is not a secret that COP26 is a failure. This is no longer a climate conference. This is now a global North greenwash festival. Pour certains, elle est même contre-productive, puisque les dirigeants des pays viennent s'afficher pour dire de belles choses avant de les trahir ensuite. Pour d'autres, les COP sont l'unique espoir d'arriver à régler la crise climatique avec un dialogue international sans violence. C'est pour cette ambivalence que j'ai décidé de traiter la COP27 de manière très spéciale. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il y a à savoir autour de cette COP et ce qui s'est passé pendant la première semaine de discussion. Et au passage, si tu es nouveau sur la chaîne, je fais des vidéos chaque semaine autour de l'actualité environnementale. N'hésite pas à t'abonner si cela t'intéresse. Pour y voir plus clair dans cette COP27, cette vidéo va être divisée en 3 grandes parties. D'abord, on va analyser dans quel contexte international s'inscrit ce sommet. Ensuite, on verra dans quelles conditions elle est organisée en Égypte, notamment sur la question des droits humains, et vous verrez, ça a un lien direct avec l'environnement. Et enfin, on débriefera les temps forts de cette première semaine de discussion en analysant les discours et les annonces. Avant tout, la COP est un événement géopolitique, puisqu'elle implique une discussion entre nations. Et donc, elle s'inscrit dans une actualité géopolitique dont je vais esquisser quelques traits. Ce qui est particulier cette année, c'est que la COP a lieu juste après 2 élections majeures dans des pays démocratiques. Les élections présidentielles au Brésil, qui ont vu triompher Lula, candidat de la gauche et contre la déforestation, et les élections de mi-mandat américaines, où les démocrates ont tenu le choc face aux républicains. Du côté de l'Europe, les dernières élections ont vu une montée importante de l'extrême droite, en France, en Suède et surtout en Italie avec la nouvelle première ministre Giorgia Meloni. Mais dans le même temps, l'Union européenne veut accélérer sa transition écologique, notamment sur l'énergie pour se débarrasser du gaz russe. Car oui, autre toute petite actualité géopolitique, il y a la guerre en Ukraine qui cause de grands troubles sur le marché de l'énergie et surtout dans les pays pauvres, ça pose un vrai problème sur l'alimentation avec le prix du blé qui s'envole. Et donc ça pose plein de questions environnementales, surtout sur l'agriculture, un des secteurs les plus polluants. Deuxième élément de contexte dont je veux parler, eh bien tout simplement l'actualité climatique. Où en sommes-nous après cet été absolument dévastateur sur l'entièreté du globe entre sécheresse spectaculaire, inondations violentes et famine? Eh bien, selon la dernière étude du Global Carbon Project, l'homme continue d'émettre toujours plus de gaz à effet de serre. 2021 était déjà le record. Eh bien, on le battra encore une fois avec une émission de 40,6 milliards de tonnes d'équivalent CO2 en 2022. Et le pire, c'est que ce n'est pas près de s'arrêter, puisqu'un rapport du journal anglais The Guardian montre que toutes les entreprises pétrolières et gazières prévoient d'exploiter davantage de combustibles fossiles. Ce qui est totalement incompatible avec les accords de la COP21 à Paris, qui veulent limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Mais si on a cet objectif en tête depuis 2015 maintenant, aucune COP n'a pu arriver à des traités qui proposent une feuille de route claire sur la marche à suivre. On a juste du blablabla comme dirait Greta Thunberg, c'est-à-dire des objectifs vagues. Certaines années, le lieu d'organisation de la COP est un détail. Mais cette année, c'est un point central. C'est la première fois qu'une COP est organisée en Afrique, un symbole important puisque l'Afrique est le continent qui contribue le moins au dérèglement climatique, 4%, mais qui en subit le plus les effets. Mais que la COP soit organisée en Égypte pose aussi de nombreux problèmes, en particulier par rapport à son gouvernement. Le président Abdel Fattah al-Sisi, qui est un ancien militaire, a accédé au pouvoir en 2013, après un coup d'état de l'armée sous son commandement. Il n'en a clairement rien à faire de l'environnement, Il suffit de voir qu'il utilise l'argent de l'Égypte pour construire une nouvelle capitale en plein désert, sans même avoir estimé les enjeux environnementaux du projet. Une nouvelle capitale en dehors du Caire pour éviter les mouvements de révolution. Pour le président al-Sisi,
La COP est avant tout un moyen de se construire une légitimité internationale en organisant un événement important comme une Coupe du Monde ou bien ici, une COP. Mais bon, il faut pas se tromper, c'est un vrai dictateur. Dites-vous qu'il y a plus de 60 000 prisonniers politiques en Égypte. Voilà, c'est un poil tendu dans le pays. D'ailleurs, en parlant de prisonniers politiques, il y en a un dont vous devez retenir le nom, Alaa Abdel Fattah. Il est britannico-égyptien et c'est une icône de la révolution de 2011 lors des printemps arabes. En 2013, il s'est opposé au coup d'État de l'actuel président et depuis, il est enfermé. En avril dernier, il a commencé une grève de la faim. Et lors de cette COP, il a annoncé également faire une grève de l'eau pour attirer l'attention sur la question des prisonniers politiques. Ce qui veut dire que s'il n'est pas libéré d'ici la fin de la COP, il mourra, à moins que le régime ne le fasse boire de force. Et autre problème avec ce gouvernement, c'est que c'est lui qui gère l'organisation de l'événement. Les manifestations sont interdites, donc ça pose de nombreux problèmes car les manifestations sont devenues habituelles en marge des différentes COP. Mais le gouvernement n'en a clairement rien à faire, donc elles sont maintenant très limitées et surtout très surveillées. Autre problème, c'est le gouvernement qui donne les accréditations pour les journalistes. Donc on s'est retrouvé avec des situations où des journalistes très expérimentés ont galéré pour avoir des accréditations pour couvrir l'événement. Faut pas s'étonner, hein. Au classement mondial de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, l'Égypte est classée 168e sur 180. Voilà, maintenant qu'on a bien posé tout ce qu'il fallait savoir autour de cette COP, passons au concret, avec le résumé de la première semaine de discussion du 6 au 13 novembre. Déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qui est là et qui n'est pas là. Sur 195 pays reconnus par l'ONU, les dirigeants de 110 pays sont présents. Mais ceux qui brillent le plus, c'est ceux qui sont absents. Il y a déjà les deux pays les plus peuplés du monde, la Chine de Xi Jinping, premier pollueur mondial, et l'Inde de Narendra Modi, pourtant un des pays les plus touchés par le dérèglement climatique. Bien sûr, Poutine n'est pas là non plus. D'ailleurs, j'ai fait un rapide calcul, mais avec ces absents, même pas la moitié de la population mondiale est représentée à cette COP. C'est un sacré coup porté à sa légitimité. À noter que Joe Biden, président des États-Unis, première puissance mondiale et deuxième plus grand pollueur, est venu mais n'est resté que 3 heures ce 11 novembre, et que le premier ministre japonais a juste envoyé son ministre de l'Environnement. Au contraire, ceux qui n'ont pas raté l'occasion de venir, ce sont les lobbyistes fossiles. Plus de 600 d'entre eux sont conviés aux tables de négociation. C'est 25% de plus que l'an dernier. Aucune délégation nationale n'est plus importante que ce nombre de lobbyistes. Ce qui ressort d'ailleurs de tous les médias, eh bien, c'est un certain fatalisme quant à l'utilité de cette COP. Le fait même qu'elle soit sponsorisée par Coca-Cola, plus grand pollueur au plastique au monde, fait preuve d'un certain je m'en foutisme de l'organisation. Mais bon, il y a quand même des propositions intéressantes par certains pays. On va se pencher sur elles pour trouver un peu d'espoir. Commençons par la France, tiens, pour faire un peu les chauvins. Lors de son discours ce 7 novembre, Emmanuel Macron a surpris en réaffirmant la volonté de la France d'empêcher l'extraction minière dans les fonds marins. C'est une bonne nouvelle, selon les ONG environnementales. Il a surpris car il avait été très flou sur ce sujet ces dernières semaines. Bon, par contre, Emmanuel Macron veut se présenter comme un bon élève de la transition écologique, ce qui a beaucoup de mal à passer pour les militants en faveur de l'environnement. Mais bon, le plus intéressant dans cette COP, c'est pas une proposition de la France, mais d'un État beaucoup plus petit, le Vanuatu. C'est un État insulaire du Pacifique d'à peine 300 000 habitants. Dites-vous que c'est moins que ma ville, Montpellier. Et surtout, il faut savoir que si on dépasse les 1,5 degrés Celsius de réchauffement, alors cet État est certain de ne plus exister à cause de l'accélération de la montée des eaux. Donc ce petit État a présenté l'idée, soutenue par l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, d'un traité de non-prolifération des combustibles fossiles, c'est-à-dire un traité qui force le monde entier à ne plus extraire une goutte de pétrole ou de gaz. Cette proposition s'inspire du traité de non-prolifération nucléaire de 1968, une date qui a permis d'apaiser à l'époque les tensions entre les États-Unis et l'URSS. Cette proposition du Vanuatu, c'est d'ailleurs ce qui a ranimé l'espoir de beaucoup de défenseurs du climat à propos de cette COP, car c'est une proposition simple à comprendre qui s'attaque à la racine du problème et est soutenue par des entités puissantes comme l'Union européenne. Passons maintenant au dernier grand thème qui anime cette COP27, la question des pertes et dommages, et donc la question de
qui paye les réparations face aux dégâts du dérèglement climatique. Car vous n'êtes pas sans savoir que les pays qui en souffrent le plus, en Afrique et en Asie du Sud-Est, ne sont absolument pas ceux responsables de ce dérèglement climatique. Les pays du Sud ont d'énormes espoirs que ces questions soient abordées lors de cette COP. Mais les discussions vont maintenant encore plus loin, suite à un rapport commandé par la présidence de la COP27 pour répondre à la question « Combien faut-il chaque année pour que les pays du Sud s'adaptent au dérèglement climatique, en supportent les effets et évitent d'y contribuer davantage ?» La réponse, plus de 2000 milliards par an. Et donc maintenant se pose une autre question, comment on finance? Est-ce que les pays du Nord doivent contribuer? Quel système bancaire? Enfin voilà, ce genre de questionnement. Voilà, je pense qu'avec cette première vidéo, vous avez pas mal de matière pour comprendre les enjeux autour de cette COP27. Si elle vous a plu, abonnez-vous, car la semaine prochaine sortira une deuxième vidéo sur la deuxième semaine de cette COP. Et mardi, une revue d'actu environnementale sortira, enfin ça j'espère. Salut!